Vous êtes au 20h sur Espace TV, ravi de vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. La deuxième session du Conseil des ministres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest se tient à Conakry. 15 pays y prennent part et la rencontre vise à mobiliser les États pour l'organisation du 27e congrès de l'UPU prévu à Abidjan. Pas de Hajj pour les pèlerins guinéens cette année. Une décision de l'Arabie Saoudite qui limite le pèlerinage aux Saoudiens résidents qui ont déjà pris le vaccin. Un coup dur pour les religieux et les agences de voyage. Et puis de nouveau, dans l'affaire El Hadj Doura, un commando du bataillon spécial de protection présidentielle et un brigadier chef en service au CMIS numéro 5 de Kagbelin ont comparu ce lundi au TPI de Dixine, accusés d'enlèvement. Il nie les faits que confirme l'un des cerveaux du kidnapping. La Guinée abrite durant ces 2 jours la quatrième session ordinaire du Conseil d'administration et la deuxième session du Conseil des ministres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. 15 pays prennent part à cet événement qui vise à mobiliser les États dans l'organisation du 27e congrès de l'UPU prévu à Abidjan en août 2021. Et cette rencontre de Conakry cherche aussi à mettre en place un marché unique postal. Mamadou Saluba et Mohamed Alousseni Kamara nous en disent plus. Suivez. Malgré le Covid-19, 15 pays ont pu se réunir. Signe de l'importance de cet événement, celui de la 4e session ordinaire du Conseil d'administration et la 2e session du Conseil des ministres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Un événement majeur qui vise à mettre en place un marché unique postal, a procédé à des arbitrages dans la perspective des élections au sein du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale, le secrétariat général, le Conseil d'administration de l'Union panafricaine et pas seulement. C'est aussi l'occasion pour nous de lancer une mobilisation sans précédent dans notre sous-région autour de l'idéal commun qu'est la réussite du 27e congrès mondial de l'UPU, devant se tenir à Abidjan au mois d'août prochain. À la tête du Conseil des ministres en charge des postes de la sous-région pour un mandat de 4 ans, Oumar Saïd Koulibaly demande l'implication de tous pour la réussite du congrès et affiche ses ambitions. Par la mise en place d'une logistique intégrée trans-ouest africain, la création des corridors pour les échanges de transactions électroniques sous-régionales, la régulation postale concertée et participative, l'harmonisation du cadre légal et réglementaire ouest-africain, le développement postal sur le plan tridimensionnel, physique, financier et électronique. Uniquement dédié au transport des courriers dans le passé, aujourd'hui la poste est un outil d'inclusion sociale et moins de rapprochement entre États qui mérite quelques recommandations. L'introduction des mesures pour stimuler le commerce électronique et les transferts électroniques d'argent. La nécessité pour les postes de l'Afrique de l'Ouest d'être autorisés à diversifier leur portefeuille de produits pour fournir aux citoyens divers services publics au nom et pour le compte de nos États. Le renforcement des partenariats publics et privés dynamiques qui déboucheront sur l'innovation, l'inclusion et l'interopérabilité. Lutter contre la cherté des coûts de production des services entre les États est l'une des missions du ministre Saïd Koulibaly qui demande le soutien de la candidature de la Guinée au poste de secrétaire exécutif de la CPAO pour faire de la poste en Afrique un véritable outil de développement. Et je vous l'annonçais, c'est officiel, les pèlerins guinéens n'effectueront pas le Hajj cette année encore. Les autorités saoudiennes ont décidé de limiter le pèlerinage aux Saoudiens et aux résidents du royaume. Un coup dur pour les religieux, mais surtout les agences de voyage spécialisées dans le domaine et certains gestionnaires des agences de voyage qui vivent déjà dans des conditions assez difficiles craignent leur fermeture prochaine si rien n'est fait. André Mossi Milimono et Lamine Silla
Pour plus de précisions, suivez. Pour une deuxième année consécutive, aucun pèlerin étranger ne sera autorisé à effectuer le pèlerinage annuel 2021. La nouvelle a été annoncée ce week-end à travers un communiqué du ministère saoudien du Hajj et de la Umrah. Selon les autorités saoudiennes, cette décision a été prise suite à l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les religieux perçoivent cette nouvelle comme un coup dur pour la religion. C'est dur parce que le pèlerinage aide les gens à se repentir, aide les hommes à se laver la sueur des péchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. 60 000 pèlerins effectueront le Hajj 2021. Il sera seulement ouvert aux citoyens et aux résidents d'Arabie Saoudite. Les gestionnaires des agences de voyage, déjà à l'agonie, n'approuvent pas cette autre décision du Royaume d'Arabie Saoudite. C'est une perte énorme pour nous. C'est parce que c'est pendant Umrah ou le pèlerinage, le grand pèlerinage, que nous arrivons à payer nos loyers. Nos employés, à payer nos employés, à payer le loyer, à faire beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est bloqué aujourd'hui. On ne peut rien faire. Le gouvernement guinéen avait pourtant annoncé l'éligibilité de la Guinée au Hajj 2021. El Hajj Mohamed Lamine Souaré craint que certaines agences ne ferment portes et fenêtres si rien n'est fait. Si tu n'as pas de moyen de payer ton loyer, tu n'as pas de moyen de payer les travailleurs, mais l'agence va disparaître. J'appelle l'État de venir au secours des agences privées pour le pèlerinage et Umrah. Le Hajj, 5e pilier de l'islam, est prévu du 17 au 22 juillet 2021. La riposte contre la Covid-19 en Guinée, 4 mois après le lancement des opérations de vaccination, près de 99 000 personnes ont reçu les 2 doses de vaccin contre la Covid-19. Visiblement, les vaccins seraient contre-indiqués pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les moins de 18 ans. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cette mesure vise à les protéger contre les effets secondaires qui pourraient se manifester après l'administration du vaccin. Pour plus de précisions, suivez ce reportage d'Ali Badara Kamara et de Yacouba Traoré. Ce sont principalement des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des diabétiques et des hypertendus qui manquent d'équilibre qui sont inéligibles à la vaccination contre la COVID-19. Sur ces sites de vaccination de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les agents vaccinateurs veillent strictement sur ce principe. À travers l'interrogatoire, des personnes inéligibles à la vaccination sont détectées puis renvoyées. Vous savez, une fois qu'on reçoit les personnes, on a notre assistant social, c'est là-bas ils vont commencer d'abord, qui va les interroger. Surtout s'il s'agit des femmes, on va demander, Madame, vous êtes enceinte, vous allaitez. Au fur et à mesure, certains vont dire, ah bon, je suis enceinte ou bien j'allaite. Hein? À partir de là, maintenant, on le dit, ah vraiment là, le vaccin n'est pas adapté pour vous. Contrairement aux femmes allaitantes et des femmes enceintes, des diabétiques et des hypertendus peuvent bien se faire vacciner si leur état est stable. Cette soixantaine souffre de diabète et hypertension. Ce matin, elle a reçu sa première dose de vaccin Sputnik V. Au diabète, oui, j'essaie de moins stresser. Bien que ça ne soit pas facile, et je prends mes médicaments et je fais une hygiène de vie. J'essaie de marcher au moins 30 minutes par jour pour que mon état soit stable. Cette stratégie vise à protéger les femmes allaitantes, des femmes en état de famille et des personnes qui souffrent des maladies actives à d'éventuels effets secondaires qui pourraient se manifester après la vaccination. Se charger des études de l'ANSS conseille. Donc en gros, nous demandons à toutes les personnes qui souffrent d'une maladie active
Une maladie active, ça veut dire que la personne développe déjà des signes. Donc elle doit s'abstenir de se faire vacciner, se faire soigner pour les maladies qui peuvent guérir et pour les maladies chroniques, faire en sorte que la situation soit équilibrée avant de prendre la vaccination. Sur les 2 millions de personnes ciblées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 304 716 personnes ont reçu les premières doses des vaccins disponibles au pays et 18 558 personnes les 2 doses. À date, le pays dénombre 67 cas de décès hospitaliers. Six huissiers de justice de Guinée viennent d'être sanctionnés par leur conseil de discipline. Ils sont accusés de violer le débrayage récemment décidé par la Chambre des huissiers de justice contre les autorités judiciaires. Et pour en savoir davantage, notre rédaction a interrogé Maître Jean-Pierre Biavogui. Il est le secrétaire général du conseil de discipline. Mariam Fodé Camara, Abou Korea Kourouma pour le reportage. Ils sont 6 huissiers, dont 3 exerçant à Conakry et 2 à l'intérieur du pays, à être visés par cette sanction. Les concernés ont refusé de se soumettre au mot d'ordre de grève récemment engagé par la Chambre des huissiers, explique le secrétaire général du Conseil de discipline. Il vous souviendra qu'il y a un passé récent, les huissiers de justice ont décidé de suspendre leurs activités. Et malheureusement, il y a certains confrères, pour des raisons que nous ignorons bien sûr, ont décidé de violer la mesure. Donc le Conseil, ayant constaté cela, a décidé de les suspendre. Ces huissiers écopent respectivement 6 mois de suspension pour certains, 1 mois pour d'autres et 1 an pour l'un d'eux qualifié de récidiviste. Le Conseil de discipline motive la décision par l'article 80 portant statut des huissiers de justice de Guinée. Il est dit dans ce décret qu'aucun huissier ne doit être suspendu sans être entendu. Alors tous ces huissiers, à moins qu'un huissier qui crée les vides, qui accepte ou qui refuse de répondre à l'invitation du conseil. Et là aussi, nous renouvelons les invitations, 1 ou 2 fois, 3 fois. Maintenant, un huissier qui n'accepte pas, il répond ou nous le suspendons conséquemment. Le secrétaire général du Conseil rassure que toutes les dispositions sont prises pour veiller à l'application de la décision. Donc nous avons pas la même mise, mais le contrôle, pas absolu, mais nous avons un contrôle sur toute l'étendue du territoire. Tout ce qui se passe à l'intérieur, nous sommes informés en temps réel par nos représentants. Maître Jean-Pierre précise que sa corporation est à un niveau où les choses doivent changer. Il renchérit que ce conseil est là pour les huissiers et non contre. Autre fait de l'actualité, affaire El Hadj Doura, un commando du bataillon spécial de protection présidentielle BSP et un brigadier chef en service au CMIS numéro 5 de Cagbelin ont comparu ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Ils sont accusés d'enlèvement, de séquestration et meurtre d'El Hadj Abdourahmane Diallo, connu sous le nom d'El Hadj Doura. Même s'ils ne reconnaissent pas les faits, la plupart de leurs co-accusés, dont El Hadj Mamadou Diallo, l'un des cerveaux du kidnapping, confirment leur participation au RAPS. Alseni Bari Abdoulaye Kamara était au TPI de Dixine. Suivez. 3 prévenus ont comparu ce lundi. Il s'agit d'El Hadj Mamadou Diallo, le principal cerveau qui nie les faits d'enlèvement, de séquestration et de meurtre, mais indique avoir bel et bien reçu la rançon de $100 000 américains. Le second, Oumar Bari, est un commando du bataillon spécial de protection présidentielle BSP. Cet agent des forces de défense et de sécurité reconnaît avoir participé à l'enlèvement et à l'enterrement d'El Hadj Doura et même d'avoir logé les ravisseurs à Mafreya. Cependant, il soutient qu'il pensait qu'il s'agissait du père d'El Hadj Mamadou Diallo. Le troisième, c'est Amadou Sakou, un brigadier chef en service au CMIS numéro 5 de Kabele, qui nie les faits en bloc. Néanmoins, il avoue que la voiture du rapt l'appartient. Concernant les autres faits que lui sont reprochés, il dit l'avoir avoué sous l'effet de la torture à la gendarmerie. Pourtant, tous les accusés le citent dans le dossier. Ces 2 agents sont appelés les commandos qui ont facilité le kidnapping. Cette opération n'a été possible
que grâce à la participation de ces deux commandos, les policiers et les militaires, sans leur participation, cette opération n'aura jamais lieu. C'est ça la vérité. La vie d'Elhadj Doura a basculé lorsque l'un des cerveaux de l'enlèvement, Elhadj Mamadou Diallo, a reçu la somme de 100 000 $ des mains de la famille de la victime sans informer les autres kidnappeurs, déplore la partie civile. C'est lui quand même, Elhadj Mamadou Diallo, qui a été aussi la cause de la mort d'Elhadj Doura. Parce que quand il a reçu la rançon, il a voulu tromper ses amis. Il a continué à leur dire qu'il n'a rien reçu. Alors qu'il avait déjà encaissé les 100 000 $. Il n'a pas voulu déclarer cela à ses amis. Et d'après ce qu'il déclare aujourd'hui, il est allé donner 300, il a confié 300 millions à quelqu'un pour faire le commerce de l'anarcarte. Et c'est ce dernier qui est venu verser les 75 millions au tribunal. Il est allé en Guinée-Bissau faire la belle vie, puis il a acheté une voiture. Des faits balayés du revers de la main par leur avocat qui indique que la partie civile ne dispose d'aucune preuve de ces allégations. Je suis sur ma faim. Mes clients sont sur leur faim par rapport à la preuve de l'enlèvement de Elhadj Doura. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. Le procès est renvoyé au 28 juin prochain pour la suite des débats. Et puis 4 gagnants ont été désignés au Salon des entrepreneurs de Guinée qui vient de prendre fin à Conakry. Le ministre de l'Industrie qui a pris part à cette cérémonie de clôture a promis de s'impliquer pour un bon développement du secteur entrepreneurial en Guinée. Nimatoulaye Baldé pour le compte-rendu. Ils étaient nombreux, ces jeunes entrepreneurs, à présenter leurs projets à ce concours du meilleur entrepreneur de l'année dans 4 catégories. Il s'agit de l'agrobusiness, la catégorie féminine, la catégorie sociale et urbaine. Le lauréat de chaque catégorie a bénéficié de 30 millions de francs guinéens. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de remporter ce prix, car vous n'êtes pas sans savoir, j'ai été 3 fois successif de ce prix. Donc c'est cette année que j'ai pu remporter ce prix. Donc ce prix-là représente pour moi le plafond de récompense pour la visibilité des jeunes entrepreneurs en Guinée. Cette 3e édition du Salon des entrepreneurs a connu la présence de quelques officiels, notamment le ministre Tibou Camara, qui félicite l'initiative et compte mettre tous les moyens sur place pour les jeunes entrepreneurs du pays. De jeunes partis de rien, de conditions modestes, sans ressources, sans repères, sans aucun horizon, qui ont réussi à réaliser leurs rêves et qui servent d'exemple aujourd'hui. La moralité, c'est que la réussite est bel et bien possible dans notre pays et le rêve guinéen existe et il est possible. Plusieurs jeunes à travers le SADEN ont pu réaliser des projets et limiter le taux de chômage en Guinée. Je peux dire aux jeunes, aujourd'hui saisissez cette opportunité, elle est votre chance, impliquez-vous, apprenez au maximum, outillez-vous avec le nécessaire pour pouvoir vous développer et prendre votre vie en main. Ce que l'État peut faire et les bailleurs de fonds, c'est de mettre à disposition les instruments pour vous et le reste, c'est à votre portée. Rendez-vous est donc pris les 9 et 10 mars 2022 pour la 4e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci pour votre attention. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Moussa Mouessila. Bonne soirée sur Espace TV.